Vous êtes à l'écoute de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans Histoire de savoir, version sciences humaines, Déborah Fabré au micro. Et cette semaine, nous allons poursuivre la diffusion de la rencontre qui a eu lieu à la médiathèque de l'ULB avec Anne-Lévy Morel. Anne-Lévy Morel, qui, je vous le rappelle, est réalisatrice de films, entre autres de 3 épopées authentiques, à savoir Le rêve de Gabriel, Sur la pointe du cœur et Manneken Pis, L'enfant qui pleut. La discussion ici se poursuit autour du rêve de Gabriel, dont je vous rappelle peut-être l'histoire. Donc c'est Gabriel de Halleux qui part avec sa famille et de 2-3 autres familles, donc au total près de 50-60 personnes. Et donc ils partent s'installer dans le fin fond de la Patagonie, côté Chili. Ceci se passe après la Seconde Guerre mondiale et à travers des images de films, d'archives de la famille, de témoignages de membres de cette fameuse tribu et aussi d'images actuelles, Anne-Lévy Morel retrace cette épopée familiale. Pour nous, des petits Belges, 10 000 hectares, c'est pas mal, hein. Et donc, au départ, donc, vous avez les films d'archives, vous allez sur place prendre donc, avec du matériel sonore, et puis vous y allez finalement avec caméra. Oui, mais 2 ans plus tard. 2 ans plus tard. Donc il faut chercher de l'argent. En fait, Il faut chercher de l'argent, il faut le trouver. Et puis on y est allé après, oui. Et donc finalement, au final, vous revenez de ce voyage avec... vous avez finalement une quantité astronomique de matière, mine de rien. Non, j'ai 30 heures d'images, ce qui n'est pas énorme pour un long métrage. J'ai énormément d'heures de son, que je suis la seule à avoir la patience d'écouter. Et donc que je prémonte. En fait, que j'ai déjà commencé à prémonter avant de partir. Donc quand je vais tourner là-bas, je sais que... Pour la phrase, pour nous des petits Belges, 10 000 hectares, enfin ce qu'elle vient de dire, là, je sais qu'il me faut un paysage. Enfin, j'ai un carnet où j'ai noté, voilà, il me faut des images de contrepoint par rapport à ce qui est dit. Et alors, la chose à dire aussi, c'est que recueillir de la parole comme ça, les choses les plus belles et les plus intimes, enfin sans qu'il soit question d'être indiscret, qui m'ont dit, c'est quand la caméra n'était pas là, mais juste nous et le micro. Et donc tout l'art, c'est d'arriver à croire qu'on l'a vu alors qu'on l'a seulement entendu. Donc il faut la matière de complément. Mais c'était pas tellement, c'est 100 bobines c'est tourné en super 16 mm, c'est 100 bobines 16 mm qui sont restées non développées, coincées à la douane chilienne pendant je ne sais plus combien de semaines. Et donc un certain stress qu'elles arrivent en bon état, pas voilées, qu'elles n'aient pas été dans un hangar exposé au soleil, enfin on n'en sait rien. Mais donc finalement tout se passe bien. Pour moi, l'épopée personnelle, c'est le montage de ce truc, parce que n'importe quel plan peut aller à peu près n'importe où. Et il y a un personnage principal qui est Gabriel de Halleux, mais Gabriel de Halleux apparaît très peu dans les images, puisque ce sont ces films que nous utilisons. Il y a quelques photos, et il faut arriver à le faire sentir en faisant parler tous les autres autour. Et vous lui parlez aussi, en fait. Oui, ça c'est un choix que j'ai fait à un moment donné, c'est que oui, on peut... C'est étrange de raconter sa propre histoire au protagoniste, mais à partir du moment où on voit des choses que peut-être lui ne pouvait pas voir, voilà, c'est le pari de la narration du film, et ça fait partie de... Voilà, en fait, qu'est-ce que j'ai fait au montage ? J'ai commencé par mettre dans l'ordre tout ce qui racontait l'histoire, et puis
il y avait des trous, et dans les trous, c'est moi qui ai raconté. Et comment vous avez fait l'histoire? C'est de façon chronologique? Vous avez choisi un autre fil narratif? C'est chronologique, hein. J'avais un bout sur l'embarcadère, donc avant le départ, puis ils sont partis. Et puis à un moment donné, en fait, ils écrivaient mais j'en ai peu utilisé dans le film, mais ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui s'était passé. Ils écrivaient ils étaient plusieurs à envoyer des récits, donc ils prenaient 4 feuilles de papier séparées par des choses qu'on n'emploie plus, du papier carbone, et ils mettaient ça dans une machine à écrire, ils tapaient, et ils envoyaient à des amis, à des proches, le récit de leur vie sur place. Et une fois qu'ils se sont vraiment installés sur place, ces récits sont devenus plus rares et puis ont disparu. Et les lettres se sont espacées aussi. Et donc, à un moment dans le film, il y a un des voisins qui dit, voilà, ils se sont patagonisés. À un moment donné, pour ceux qui sont restés, il y en a qui sont rentrés, il y en a qui sont allés dans des zones moins difficiles d'Amérique du Sud ou du Canada. Je pense qu'il y a une famille qui presque complètement est allée au Canada. Il y en a qui sont allés en Argentine, mais dans une zone un peu moins difficile que celle où ils s'étaient installés. Et il y en a qui sont allés au Chili, mais à Santiago, ou dans la région de Santiago, ou en tout cas à Coyhaique, qui est quand même la ville... Bon, mais cela dit, quand je suis arrivée à Coyhaique, je me suis dit, oh là là, le cauchemar, et ça doit être d'être nommée institutrice ici, ça doit être vraiment une punition. Puis après un mois passé à Chile Chico, en revenant à Coyhaique, j'ai trouvé que c'était difficile de traverser la rue et qu'il y avait beaucoup de monde, quoi. Donc c'est une question, relative, bien sûr. Et donc pendant tout ce processus, donc à la découverte des archives jusqu'au moment où vous rentrez finalement du Chili avec les images, avec la bande son que vous aviez déjà avant, est-ce qu'à ce moment-là vous avez déjà une idée fixe de ce qu'on appelle aujourd'hui épopée authentique? Non, moi j'essaie de faire le film, et à un moment donné je suis désespérée parce que à un moment donné je me dis mais on peut pas faire un film comme ça, je vais pas y arriver, tout est raconté dans les premières minutes, et puis après je sais pas si on peut faire un film avec ça, et donc à un moment donné j'étais vraiment désespérée, quoi. Mais après, j'ai remarqué que dans tous les montages, il y a toujours un stade où c'est comme ça, et que s'il n'y a pas ça, c'est pas très bon signe. Mais voilà, à l'époque, je ne le savais pas. Puis même, c'est un moment très, très angoissant à vivre. Mais bon, voilà, toujours est-il que le film, on le termine. Étrangement, on arrive... Donc, il y a une version d'1h30 qui est celle qui est sur le DVD. Il y a une version de 52 minutes qui est celle qui passe... En tout cas, elle passe Canal+, coproduit le film. C'est la version de 52 minutes qui passe sur Canal+. Je pense que la version qui est passée à la RTBF est la version d'1h30. Donc la version de 52 minutes, c'est vraiment l'histoire de Gabriel, point. Et toutes les autres considérations sont enlevés, mais à mon avis, on raconte juste l'aventure, et toutes les conséquences sur les enfants et tout ça a disparu quand on enlève 30 minutes sur un film de 90 minutes, ou 83 minutes, c'est beaucoup. Et donc, étrangement, le fait qu'on ait la coproduction avec Canal+ France, la somme, qui ne veut que la version de 52 minutes, parce qu'ils n'ont pas de case pour la version d'1h30, la somme d'argent qu'ils apportent nous permet de faire une copie 35 mm, une seule au début, et de sortir le film en salle à Bruxelles. Et il sort dans le programme de l'écran total. De Larambert. Feu Larambert. Et c'est plein. Et c'est plein tous les jours. Aussi parce que les familles sont très pourvoyeuses de... Voilà, si chacun des enfants ramène des copains, ça fait du monde. Et donc, bien sûr, ce sont les meilleurs services de relations de presse qu'on puisse imaginer.
Et ben, la presse fait un travail très... on se plaint beaucoup de la presse pour le cinéma belge qui ne prête pas une attention, mais je dois dire que là, moi, j'ai bénéficié vraiment d'un accueil tout à fait chaleureux de leur part, et ça continue. Et donc après, il y a une programmation qui ne peut pas continuer à la Rambert parce qu'ils n'ont pas de place, mais qui va au Vendôme. Le film reste au Vendôme. Et alors c'est incroyable, les ouvreuses du Vendôme pendant longtemps ont vraiment été très très gentilles avec moi, parce qu'il y avait un public qui n'allait plus au cinéma, enfin des gens qui arrivaient et qui, c'était avant l'euro, qui demandaient si les sièges étaient numérotés, qui donnaient 100 francs pour boire à l'ouvreuse, quoi. Et donc c'était un rêve, c'était tout à fait inespéré. Et alors après, nous avons essayé de recommencer ça pour les films suivants, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment on arrive à un résultat comme ça. Et donc, si on savait comment le reproduire, on le ferait. Mais voilà, pendant 1 an, le film a été en salle, même plus, je pense. Il est resté longtemps au Movie Club, le cinéma à Forêt, le dimanche soir. Et il paraît qu'il y avait des gens qui revenaient tous les dimanches soirs le revoir. Donc... ça m'a profondément touchée. J'ai été dans les ciné-clubs du monde entier accompagner le film, et il y avait des phénomènes incroyables qui se produisaient, des gens qui me disaient mais si Gabriel Dehalleux a tout plaqué pour aller en Patagonie, alors moi je peux divorcer, des choses comme ça. Et vraiment comme un encouragement à prendre sa vie en main, à changer sa vie. Et en fait, pour moi, ça avait été la dimension un peu secrète de l'histoire. Et je me souviens, mon producteur me disait, oui, bon, ce qui amuse les gens, tu sais, c'est de voir des beaux paysages et d'avoir un espèce de western documentaire. Et puis, le truc qui, pour toi, est important, bon, c'est ton truc à toi, mais tout le monde s'en fout. Et en fait, il avait tort. Et ce qui a montré qu'il avait tort, c'est le courrier. Donc à l'époque, il n'y avait pas les emails, les sites web et tout ça. Donc j'ai reçu du courrier par la poste de gens qui ne me connaissaient pas, dont je ne sais pas comment ils avaient fait pour avoir mon adresse, et qui me disaient merci pour ce film qui me donne l'autorisation de consacrer ma vie à la pêche à la ligne ou que sais-je. Enfin, j'ai reçu des lettres qui montraient que cette dimension de réinvention de sa vie, elle était vraiment perçue, et que c'était peut-être pas ce qui faisait venir les gens, mais c'était ce qui les faisait revenir une 2e, une 3e, une 4e, une 5e fois. Et alors, ça a été un espèce d'électrochoc dans le paysage audiovisuel. Et après, mon espèce de scénario de fiction m'a paru tellement fade à côté de ces histoires qui avaient la qualité d'être vraies et d'être décoiffantes et d'être surprenantes, et qui étaient tellement fascinante à raconter, parce qu'il fallait aller chercher des bouts de briques et de broc. Et donc, voilà, j'ai eu une dépression postpartum terrible, parce que sortir de cette année où j'allais de projection en projection et où les gens où se battaient à coups de parapluie, parce que les uns trouvant que Gabriel Dehalleux était un type formidable qui avait osé vivre son rêve, et les autres disant mais quel irresponsable, on ne fait pas ça quand on a des enfants et tout ça, et qui exigeaient que je prenne parti dans cette querelle. C'était des moments très très intenses, et je me suis dit bon, si un jour je veux refaire un film ici, il va falloir s'y mettre. Et il va falloir trouver une histoire qui est à la hauteur de l'intensité de celle-là. Et ce n'est pas dans la fiction que je vais trouver. Et donc, à cette époque-là, j'habitais dans les Marolles. Et beaucoup de gens m'ont raconté des histoires de l'hôpital Saint-Pierre. J'ai eu l'occasion d'aller quelques fois moi-même à la garde à l'hôpital Saint-Pierre. Et voilà comment j'ai commencé le 2e film qui est dans le coffret. Un peu en essayant de formaliser les codes de l'épopée authentique, de repartir sur le même principe d'une dimension orale, de faire des entretiens et puis d'essayer d'aller tourner de l'image après, de faire des mélanges de temporalités différentes, de faire des mélanges de supports différents.
et d'oser aller avec l'oralité et une voix off, et à tel point que la voix off de Sur la pointe du cœur, elle est même en alexandrin. Personne ne remarque ça, mais moi, c'est ma petite coquetterie personnelle voilà, et d'essayer d'avoir un film qu'on puisse voir plusieurs fois avec des niveaux de lecture différents, ce qui est aussi, je ne dis pas que c'est réussi, mais c'est une tentative. Et c'est quelque chose, c'est une exigence qui réunit les 3 films qui sont dans ce coffret. Donc voilà comment je suis passée de l'un à l'autre. Et en fait, il y a plein de points communs. Quand on regarde d'une certaine façon, il y a d'autres points communs. Parce que j'avais essayé de traiter les paysages de Patagonie, non pas comme des paysages de géographie, mais comme des paysages, comme un paysage mental. Et puis je me dis, mais c'est un lieu qui est âpre et beau, et finalement les paysages de l'intérieur du corps, ils sont aussi âpres et beaux. Et il y a des points, on voyage, au lieu de voyager dans l'espace, on voyage dans le temps, mais en fait l'architecture des films, elle est très, si on regarde bien, on peut ne voir, faire un film dans un hôpital, ça n'a rien à voir avec un voyage en Patagonie. Mais quand même, au lieu qu'il y ait une tribu de 60 personnes, c'est le personnel de 1500 personnes. C'est aussi une tribu. Et on parle d'un être qui est une institution, qui est l'hôpital Saint-Pierre, mais avec lequel on a des relations orageuses, en tout cas manifestement pour le personnel de Saint-Pierre et même pour ses usagers. On a des relations orageuses presque comme si c'était une personne. Donc c'est un absent qui est quand même présent. C'est très pareil à parler d'un patriarche qui est décédé 2 ans avant. Donc il y a des choses dans la structure, si on regarde mieux, c'est très pareil.
Et aussi, oui, donc au niveau du voyage, évidemment, c'est pas la Patagonie, là on est dans des couloirs, mais aussi dans le corps. Et donc il y a vraiment 2 dimensions, là aussi. D'ailleurs, on parle beaucoup de murs. Oui. En fait, je me suis pas dit, je vais faire un documentaire dans l'hôpital Saint-Pierre. Je me suis dit... une nuit, j'ai rêvé que... on me posait en rêve la question, comment on me disait en rêve, il faut traverser les murs. Et voilà, mon boulot, c'était de trouver comment faire. Et donc, j'ai cherché un lieu pour trouver des réponses, parce que je pense que une des différences entre le journalisme et le documentaire, c'est que le journalisme essaie de donner des réponses et le documentaire pose des questions qui ouvrent sur de nouvelles questions et encore de nouvelles questions. Alors, parfois, le bon journalisme fait ça aussi, mais en principe, les préoccupations d'informer, c'est de donner des réponses. Et notre boulot à nous, cinéastes, c'est de poser des questions. Donc, on est fait pour se disputer de façon très constructive, c'est très très bien. Mais voilà, mon but, c'était pas du tout de filmer le fonctionnement d'un hôpital. Et il y a des gens qui me reprochent de n'avoir pas bien rendu compte du fonctionnement d'un hôpital, mais c'était pas ça mon idée. Cela dit, je voulais quand même que ceux qui voudraient voir absolument un film sur un hôpital puissent aussi regarder le film. Donc j'essayais de ne pas exclure, de trouver une manière de faire pour ne pas exclure qui est différente des dimensions de lecture, en fait. Ces spectateurs-là. Et c'est parce que vous habitiez dans les Marolles, vous avez choisi l'hôpital Saint-Pierre, ou il y a d'autres raisons aussi? Non, ça c'était pratique. C'était un hôpital qui pouvait convenir à plein d'égards parce qu'il passait déjà les murs à lui tout seul. Parce que moi je suis bruxelloise, dans mon enfance c'était l'hôpital où allait la grande bourgeoisie, une certaine bourgeoisie bruxelloise, et aussi des catégories sociales tout à fait à l'autre bout de l'échelle. C'est resté vrai, hein. J'ai vu, pendant qu'on filmait à la maternité, il y avait une spécialiste du droit international, et dans le lit d'à côté, il y avait une tzigane qui faisait la manche au feu rouge, et elles avaient accouché le même jour, et elles étaient là l'une à côté de l'autre. Et elles étaient traitées de la même façon, jusqu'à un certain point. Et donc, même si c'est moins... maintenant, c'est plutôt Erasme qui est devenu l'hôpital où il y a les spécialistes pointus, mais il y en a aussi à Saint-Pierre. Et donc il y avait ça, et il y a le côté on passait les murs du temps, puisque en fait il y a un hôpital, même si ce qu'on entend par hôpital a singulièrement changé au fil des siècles. Il y avait un hôpital là depuis le XIe siècle, un lieu où on accueillait des gens, et en particulier des gens dont on ne veut pas ailleurs, c'est-à-dire ils ont commencé comme léproserie. Et puis, dans les années où j'ai tourné le film, et c'est encore vrai aujourd'hui, c'est vraiment à Bruxelles, même je crois en Belgique, l'hôpital de référence pour le sida. Et entre les deux, il y a eu... il y a quelqu'un qui parle de ça dans le film, mais maintenant, comme il y a assez longtemps, j'ai fini le film en 2001, donc ça commence à dater aussi. On a mis des gens qui avaient la dysenterie, on a mis les tuberculeux, on a mis les... Enfin, c'est comme une espèce de caractère récurrent. Alors, il y a chaque fois eu des raisons différentes, mais si on veut bien faire le pari poétique, sans que ça devienne pour autant une croyance que les murs ont une âme, avoir une sorte de destin récurrent comme ça finit par donner un caractère. Et donc l'hôpital en soi était hautement concerné par la problématique des murs. Donc c'était un très bon endroit. Et puis c'était à 800 mètres de chez moi. Et s'il y avait bien un truc que je ne voulais pas faire, c'était refaire un film à 12 000 km de chez moi. C'est mieux 800 mètres que 8000. Oui, c'est plus facile. Alors il y a des inconvénients, parce que Le Rêve de Gabriel est tourné sur 1 mois et demi.
Bon, puis après des périodes de retake pour les interviews, tout ça, alors que là, je crois que j'ai tourné pendant 1 an, pas tous les jours, et c'était difficile de maintenir la concentration pendant 1 an. Voilà, il a fini. On va pouvoir regarder, je sais pas, qu'est-ce qu'on regarde, le début, ou on va regarder un bout au milieu, puisque vous voulez voir le début. Écoute, c'est à ton âme que je parle, à ton cœur. Je t'emmène en voyage dans le livre du monde. Tu as le trac, je sais, mais tu viendras quand même. Ainsi est la loi de la vie. Et tu verras, un jour tu franchiras les portes de la ville. Qui étais-tu avant? Tu ne t'en souviendras pas. Ce sera ici, chez toi, désormais ta maison. Les frontières te réduiront mais te porteront. Tu connaîtras tes frères, les hommes, tes sœurs. Dans un instant, ou bien dans 1000 ans, peu importe. Un jour, tu franchiras les portes de la ville. D'où on vient, qui sait? Je sais pas, mais où est-ce qu'on va? On va quelque part, mais je sais pas où. Doucement. La porte est entrouverte. Ok, tenir. Allez, plus longtemps aussi. Allez, on se fâche. On y va. Et voilà. Hop. T'es une fille. Ça va m'arrêter. Si on regarde un nouveau-né, c'est un vrai martien. Hein, c'est un être qui est sorti de notre ventre, mais qui ne réagit absolument pas comme nous. Tu voudras te retourner, mais déjà, la ville refermera ses portes, te serrera dans ses murs.
cœur dit, te voilà descendu dans la ville. Tu as reçu un corps. Il se peut qu'il te plaise. Il sera ton école, ton seigneur, ta muraille. Mais n'oublie pas, derrière ce mur, il y a des mondes, des milliers de mondes, et des choses derrière chaque chose. Si tu le décides, tu peux traverser les murs, tous les murs. Ils sont à ton service. Allons-y. Moi, l'hôpital Saint-Pierre, c'est vraiment le cœur de la vie. On peut tout y découvrir. On rencontre toutes les situations à l'hôpital. Même des choses, on dirait, mais ça, on ne voit qu'au cinéma. Eh bien non. Le cinéma n'invente rien, c'est dans la vie de tous les jours que ça se passe. Et ces gens-là, c'est à l'hôpital Saint-Pierre qui se baladent. C'est un lieu comme ça qui regroupe absolument tout ce qu'on peut imaginer sur Terre. C'est un échantillon d'un peu de tout. Il y a un brassage entre la vie qui vient, la mort, ça c'est sûr, et beaucoup de souffrance. Et un lieu ne peut pas rester imperméable à ce genre de choses. On a tout ici. On a depuis le début jusqu'à la fin. Et toutes les catégories sociales. Les gens simples, les gens intelligents, les gens riches, les gens pauvres. Et tous ces gens vous donnent une réponse à toutes sortes de questions qu'on peut se poser et même qu'on ne se pose pas. Allez, viens. À nous deux. Dis. Et là. Tu es là? Regarde. Ça va venir tout seul. Est-ce que tu veux être là? On va essayer d'ouvrir bien la bouche maintenant et de déjeuner. On réessaye une petite fois. Vas-y. Tu te détends, c'est bien, mais on a perdu notre morceau. On recommence. Tiens. Voilà. On y va. On y va maintenant. Viens. On y va bien. Encore. On va jusqu'à la bouche. On y va. Ouvre bien la bouche. Voilà, c'est mieux. Fais bien bouger. Voilà, encore. Regarde-moi. Tourne un peu la tête. Tourne la tête. Et là. Tu as tout en même temps. Celle qui nettoie et celle qui nourrit et celle qui lave. Ça va faire. Tu vas bouger quand même, hein? On va aller au fauteuil, hein? Et alors, quand quelqu'un fait un malaise, tu le jettes dans le lit et tu le réanimes, et c'est encore toi qui fais ça. En fait, tu as tout. Doucement, hein? C'est tout. Mais c'est tout, hein? Tu vois que ça va tout seul. Viens. Allez, allez. 1, 2, 3. Hop là. Oh, tu as fait ça bien, hein, dis. C'est un métier qu'on ne sait pas faire quand on n'aime pas.
quand on n'aime pas, on ne sait pas le faire bien. C'est presque une vocation, hein. Pas dans le sens, comme disent les gens, c'est comme une vocation pour devenir nonne. Hein. Mais c'est quand même une vocation, il faut savoir le faire. Nog? Koffie, het is nog koffie. Nog een klein beetje? Ja. Nee, ik moet... Voilà. Uw koffie? Voilà. On va te faire toute jolie, hein? Alors, on voit sur la pointe du cœur et dans l'extrait qu'on vient de voir, moi je trouve qu'il y a une dimension beaucoup plus poétique, que ce soit dans la façon de traiter l'image ou dans la voix off, il y a peut-être une dimension plus poétique, non? Mais c'est-à-dire qu'ici, l'idée c'est, puisque pendant longtemps après le rêve de Gabriel, rien m'intéressait, tout me paraissait un peu fade, je me suis dit, bon, ben on va y aller au culot et on va... Cette affaire de traverser des murs, on parle en fait de quoi? Des murs, de la condition humaine. Donc si on regarde le fait de le faire dans un hôpital, voilà, ça permet d'être vraiment très matériel, très concret et pas du tout éthéré avec cette question qui, si on veut employer un gros mot, va être une question spirituelle, mais restons au plan de base. Et du coup, voilà, ça permet de regarder autrement, d'établir des liens entre des choses qui n'en ont pas. Et donc, c'est pour ça que le film est divisé en portes et les portes, elles ne regroupent pas nécessairement des services, le même service. Donc, on ne voyage pas dans l'hôpital en allant de la gériatrie ou de la pédiatrie à... je sais pas où. Donc, j'étais dans plein de services, mais... Moi, je trouve qu'il y a des points communs. C'est étrange. On dirait que quand on se rapproche de la porte, on se remet le personnel se remet à vous tutoyer. Enfin, les gens se remettent à vous tutoyer, ce qu'ils font pas, grosso modo, entre 25 et éventuellement très tard, du moment que vous vous comportez en adulte. Voilà, puis on se remet à vous donner le biberon, à vous mettre des langes, enfin, il y a une série de choses. Voilà, et ces trucs-là, je les trouvais frappants, mais j'avais pas envie d'entrer dans le détail. J'avais envie de m'intéresser à ce qui ne change pas, en fait, pas aux problématiques sociales qui sont extrêmement passionnantes aussi, et qui m'intéressent aussi, mais parce que le prochain film que je vais faire, que je suis en train de préparer, traite de problématiques sociales. Mais là, j'avais envie de regarder ça en prenant appui sur le fait qu'on est dans un lieu qui a passé des siècles et des siècles, même si le lieu a complètement changé et qu'il était encore en train de changer au moment où on a tourné. Hein. Ils étaient en train de faire ce truc qui est absolument folle dingue, d'avoir un hôpital en fonctionnement et qu'on est en train de démolir et de reconstruire à la fois, tout ça pendant que les services... fonctionne. Donc on peut être hospitalisé dans une chambre, tout à coup on voit un bulldozer qui passe et qui va démolir le mur juste à côté. Oui, mais c'est fou, quoi. Si on y réfléchit, voilà, quand on veut démolir, enfin, si on n'habite pas une maison qu'on est en train de démolir, enfin, c'est sportif de faire ça, quoi. Mais nous, on fait ça comme humains, on fait ça puisqu'on a tout le temps des cellules qui meurent et d'autres qui se renouvellent, on a des opinions qu'on perd,
des sensations qu'on perd et d'autres qui viennent remplacer celles qui étaient là. Et donc voilà, j'avais envie de faire ces rapprochements-là et de me permettre des choses. Bon, on n'est pas en train de raconter des carabistouilles. L'hôpital qui est là, il est là. Ce que les gens disent, ils le disent. Bien sûr, encore une fois, c'est traité comme un protagoniste collectif, c'est-à-dire, en fait, je les traite comme si c'était une seule personne, mais qui change de voix à chaque fois. C'est-à-dire, grosso modo, voilà, il y a une lampe ici, et puis on change l'ampoule, mais la lampe, c'est toujours la même lampe. Et le protagoniste, il est dans une épopée authentique, il est toujours traité comme ça. Enfin, c'est devenu une... je me suis dit, là, il me faut des constantes, et c'est devenu une constante. Et alors, l'organisation en porte, voilà, c'est une série de choses qu'on doit apprendre au cours de sa vie. On doit apprendre qu'on n'est pas soi, enfin, que tout le monde... que l'entièreté, on ne sait pas ça quand on sort du ventre de sa mère, que la table, ce n'est pas moi. On doit apprendre ça. C'est un apprentissage à la fois très concret et qui a ses aspects philosophiques. Donc la porte 1 parle de ces aspects-là, puis la porte 2 parle du temps. Puis la porte 3 parle de l'expérience de... Alors je ne sais plus maintenant de quoi parle la porte 3. Puis les explorateurs de la cité interdite. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est la porte de la connaissance, en fait, la porte 3, avec une partie qui est la connaissance de l'extérieur, c'est-à-dire comment les médecins regardent l'intérieur de la ville, mais au travers de la paroi. Et puis après, on rentre dans l'expérience des gens qui vivent l'expérience de la maladie, qui sont les mêmes, d'ailleurs, parce que les médecins, ça leur arrive d'être malades aussi, bien sûr. Et donc on rentre dans l'expérience de la maladie. Puis au centre il y a la porte du cœur. Bon, le film s'appelle Sur la pointe du cœur parce que si on regarde le plan de Bruxelles, ce qu'on appelle le Pentagone vilainement, que nous devons à la deuxième enceinte, moi j'ai cherché quelles étaient les raisons pour lesquelles la deuxième enceinte avait une forme de cœur, ce qui a ensuite fait que sous Napoléon on a fait des murailles, et puis après au moment de l'Expo 58 c'est devenu des tunnels et le petit ring, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise, vous savez, le duc Jean II de Brabant était très sentimental et il avait voulu que la deuxième enceinte ait une forme de cœur, mais il y avait plein de raisons. On voulait entourer certaines choses, profiter de marécages, de lignes de défense naturelles, aller entourer un endroit, laisser la léproserie dehors, enfin dans une espèce de dehors dedans, etc. Et donc l'hôpital Saint-Pierre est sur la pointe du Pentagone. Puis voilà, il y avait une série de potentiels de jeux de mots et de double sens qui n'existent, je pense, pratiquement que pour moi, mais peu importe. Le titre est resté celui-là et que chacun le comprenne comme il veut. Donc les portes suivantes sont c'est la porte du vivre ensemble, et précisément qui s'appelle Le pouls du monde dans le film. J'avais comment dire, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'histoire de Bruxelles pour ce film-là, à partir du prétexte de la deuxième enceinte. Et puis j'ai beaucoup voulu sortir de l'hôpital, mais ça ne marchait pas. Le film rejetait ça comme une greffe qui ne prend pas. Une fois qu'on est dans un hôpital, c'est comme un trou noir d'énergie. On reste scotché là. Enfin, il y a un côté centripète qui fait qu'on reste là. On en sort un petit peu, mais on en sort avec l'ambulance, on en sort pour d'autres histoires qui finissent par réaboutir à l'hôpital lui-même. Et donc, c'est ce qui a donné le lien vers le troisième film, tout ce matériau sur l'histoire de Bruxelles. Ça a fermenté, il fallait que ça devienne quelque chose. Et c'est devenu le film qui s'appelle Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Et c'est la fin de cette émission, un peu sous forme de suspense, à savoir qu'est-ce que ce troisième film, cette troisième épopée authentique, Mannequin Peace, l'enfant qui pleut. Évidemment, il sera question de Bruxelles, mais on vous en reparlera évidemment la semaine prochaine. Et bien voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, très belle journée. C'est selon votre moment d'écoute, et très belle semaine à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.